Europe 1, il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Rebonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais vous avouer un truc pour commencer, je ne suis pas un grand spécialiste de football. Et pourtant ce matin, je sais tout ou presque de l'affaire OM Bielsa, grâce aux Parisiens, au Figaro, à l'Opinion, à l'équipe bien sûr, à Ouest France, à la Provence et j'en passe, car l'affaire fait couler littéralement beaucoup d'encre. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais d'abord cette autre affaire qui fait notamment la une de Libération, l'affaire Tarnac. Vous en parliez tout à l'heure, Patrick. Le groupe de Tarnac, c'est ce groupe d'extrême gauche gravitant autour de Julien Coupat, soupçonné d'avoir saboté des lignes de TGV en 2008. 7 ans de procédure, et puis quoi ? Et puis pchit, écrit Libé, car on a appris samedi que la juge d'instruction abandonnait la qualification d'entreprise terroriste pour une simple association de malfaiteurs et dégradation. Pchit donc, l'enquête désavouée, titre La Charente Libre. Pas de terroristes à l'adresse indiquée. Pour l'humanité, j'aime bien le titre de l'Opinion, la justice déterrorise les terroristes. Et je reviens à Libération, qui rappelle l'emballement juridico-politico-médiatique à l'époque des faits, les titres accusateurs de la presse, y compris de Libé, qui reconnaît d'ailleurs son erreur à l'époque, le journal qui avait titré « Quand l'ultra-gauche déraille ». Libération qui a interviewé le journaliste David Dufresne, auteur d'un livre sur l'affaire. Une satisfaction et un regret pour David Dufresne. La satisfaction, c'est que, il y a ici une victoire du droit. Et puis le regret, c'est que cette affaire va être jugée devant un simple tribunal de droit commun, pas devant une cour spéciale, où cette fois, ça aurait été les approximations, les errements des enquêteurs qui auraient été mis en accusation. Le regret de David Dufresne, c'est que le procès de l'antiterrorisme a été esquivé. L'arnaque Tarnac, titre ce matin, Libération. Et Samuel, à la une du Figaro et de La Croix, les grosses difficultés économiques à la fois de la Chine et de la Russie. Oui, alors de la Chine tout d'abord, tout le monde se souvient du mot d'Alain Perfit, quand la Chine sévira, le monde tremblera. Changement de paradigme, désormais pour le Figaro, c'est quand la Chine ralentira que le monde tremblera. En fait, le ralentissement a déjà commencé, Emmanuel Dutheil nous l'a très bien expliqué dans le kiosque tout à l'heure à 7h15, mais pourquoi d'ailleurs devrions-nous nous inquiéter, nous occidentaux, européens, français, de ce ralentissement économique de la Chine ? Selon le Figaro, en cas d'atterrissage en douceur, pas de souci. Les pays industrialisés comme les émergents devraient tirer leur épingle du jeu, mais un coup de frein brutal risquerait de déclencher une nouvelle récession mondiale, écrasant les partenaires les plus fragiles de la Chine et secouant un régime qui a fait de la stabilité son credo. Quand la Chine ralentira, le monde tremblera. Et autre crise économique, on le disait, donc en Russie, cette fois. Oui, c'est la une de La Croix. Ouais. Il y a une image qui est passée relativement inaperçue la semaine dernière, c'est la destruction par les autorités russes de 500 tonnes de produits alimentaires occidentaux, et ce à l'occasion du premier anniversaire de l'embargo russe, vous savez, décidé en représailles aux sanctions prises contre la Russie sur fond de conflit ukrainien. Alors jusque-là, ces importations frauduleuses étaient renvoyées à l'expéditeur. Désormais, elles sont détruites. Et cela a choqué de nombreux Russes, des journaux, des responsables politiques qui ont déclaré qu'ils auraient préféré que cette nourriture soit distribuée aux plus pauvres. Une pétition a même été lancée dans le pays. En effet, explique La Croix, les plus démunis, mais également les classes moyennes, sont frappées de plein fouet en Russie par les sanctions européennes et par l'embargo décidé par Moscou, dont les effets viennent s'ajouter bien sûr à ceux de la crise économique. Les Russes trinquent, de même que l'agriculture européenne d'ailleurs, rappelle La Croix, la suspension des importations russes a fragilisé de nombreux producteurs. La solution, elle appartient à Vladimir Poutine, écrit le journal, mais il faudrait que le ventre de la Russie grogne fort pour qu'il se dédise, puisqu'il a déjà annoncé la prolongation de ce boycott, Vladimir Poutine, jusqu'en juin 2016. Oui, on a vu quelques images, des tonnes et des tonnes de fruits détruits. Des pêches, bien sûr, effectivement, tous les fruits et légumes, mais également du fromage et puis beaucoup de produits laitiers qui venaient et de la viande qui venait notamment de Pologne. Les Russes auraient aimé les avoir, ces produits. Oui, absolument. Alors en France, Samuel, quelle est l'actualité qui fait la une de nos journaux ? Je vous le disais, c'est surtout l'affaire Bielsa, du nom de l'entraîneur de l'OM qui vient de claquer la porte avec fracas. Alors, je vous disais que je ne suis pas un grand spécialiste du football. Vous-même, Patrick, vendredi, vous avez venu m'expliquer que non, Amiens n'est pas un club de Ligue 1, je me rappelle très bien. Mais là, avec Bielsa, on est bien au-delà du foot. C'est du Balzac, c'est la comédie humaine. Les journaux n'en reviennent pas du brutal, du mystérieux départ de l'Argentin, victime ou coupable. C'est le Parisien qui pose la question, car l'entraîneur a évoqué des désaccords sur son nouveau contrat, victime ou coupable.
coupable, répondent vos journaux. L'histoire d'une trahison, titre L'Équipe. Avec moi, il aurait sauté au bout de 2 mois, déclare Bernard Tapie dans le Figaro. Il a une tête de con, c'est tout, déclare le président de Montpellier. Nicolas. Oui, Nicolas. Dans le Figaro, dans le Parisien, pardon. Nicolas persuadé que Bielsa est un comédien, qu'il a manipulé tout Marseille et qu'il est déjà sûrement parti au Mexique à l'heure qu'il est. Dans sa déclaration, Bielsa a pourtant affirmé qu'il n'avait pas d'autre poste en vue. Du coup, je suis allé voir la presse mexicaine. Eh bien, Nicolas n'a peut-être pas tort. À la une de Reforma et Excelsior notamment, la même analyse au Mexique. La route est libre en effet maintenant pour que Bielsa devienne le sélectionneur de la Tri. La Tri, c'est le petit nom donné à la sélection nationale mexicaine. Comme quoi, sur la culture du foot, je progresse doucement, mais je progresse. Et une question, Samuel, il n'y a pas que le foot dans la vie. Quel métier les parents rêvent-ils pour leurs enfants ? Ah oui, une question qui a été posée aux parents de 16 pays. C'est le dernier numéro du magazine Femme Actuelle que je lis également, qui est sorti ce matin et qui nous le rapporte. Et bien dans ces 16 pays, ce sont toujours les mêmes souhaits, qui sont énoncés par les parents pour leurs enfants plus tard. 1, c'est pas footballeur, c'est médecin. 2, ingénieurs. 3, informaticiens, sauf en France, où le numéro 3, l'informaticien, c'est l'enseignant qui est préféré en France. Alors là, on est quand même très loin des rêves des enfants. Je ne veux pas prendre pied. C'est très sérieux. Quand même. Oui, c'est très très sérieux. Journaliste aussi, entraîneur de l'OM, ça aurait pu être... Alors moi, je me demandais ce matin, Sophie, Patrick, vous, enfant, de quoi vous rêviez ? Est-ce que c'était médecin ? Est-ce que c'était ingénieur ? Non, pas du tout. Sophie. J'ai vraiment toujours rêvé de faire de la radio. La radio. Mais toujours. Patrick, Vraiment. vous voulez être entraîneur de l'OM, vous, je suis sûr. Non, pas tout à fait. Moi, journaliste peut-être aussi. Oui, journaliste, effectivement, pendant toute mon enfance. Sauf que mon premier rêve, c'était vétérinaire. J'adorais les animaux. Comme beaucoup d'enfants, d'ailleurs, qui veulent être vétérinaires jusqu'à 8-10 ans. Puis après, ils se disent, oh là, c'est quand même compliqué. Et vous ? Mais comme vous deux, enfant, je me rêvais journaliste. Mais c'est pas perdu, vétérinaire, Patrick. Oula. C'est des études longues, mais vous avez encore le temps. Merci Samuel Etienne.